Je suis Agnès, pharmacienne sportive, fondatrice du laboratoire Natillé. Ici, je partage mes conseils en santé naturelle, nutrition ou encore gestion des blessures pour prendre soin de vous naturellement. Que vous soyez sportif, amateur, professionnel ou pas du tout sportif, ce podcast est fait pour vous. Alors mettez vos baskets ou installez-vous et on nous aille. Coucou les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce tout nouvel épisode de podcast. Encore merci pour tous vos soutiens et toutes vos énergies super positives, franchement, qui me poussent à encore toujours partager ces conseils autour du sport, du bien-être, de la nutrition, et puis pour que vous soyez à l'aise dans vos baskets et dans votre sport, tout ça au naturel. Aujourd'hui, un épisode un petit peu différent. Je voulais parler du mental et pour ça, j'ai choisi de partager le micro avec une experte qui s'appelle Christina Piccin, qui est donc une préparatrice mentale et une sportive de haut niveau. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'attends vos retours. Et je vous laisse la place à l'interview du jour. Hello Christina, comment vas-tu? Bonjour, bonsoir, ça va très bien. Bon, c'est une période un peu complexe comme pour tout le monde avec le Covid, mais ça va très bien. Eh ben, merci Christina déjà d'avoir pris le temps de partager mon micro pour ce podcast. Aujourd'hui, on va parler du mental. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse une petite introduction de toi pour te présenter auprès de l'audience et de ceux qui nous écoutent. Et j'ai commencé, donc je vais te présenter avec des petits mots-clés simples et puis tu me diras si je suis dans le vrai ou s'il y a des choses que tu veux rajouter. Ok? Ok. Alors, Christina Piccin, tu es italienne. Oui. Tu as commencé le judo à 8 ans. Exactement. Tu es judokate professionnelle et tu combats pour l'équipe d'Italie en catégorie mi-moyen. Oui. Ok. Tu t'entraînes en France. Exactement. Ok. Et tu es également préparatrice mentale et conférencière. Oui. Et aussi coach sportif. Exact. Tout est parfait. Ok. Bon, ben j'ai bien fait mes leçons alors. Oui. Tu as bien trouvé les informations. Tout à fait. Et puis pour finir cette présentation, on va faire un petit jeu qui s'appelle Fast and Curious. Ok. Et en fait, je vais te poser des petites questions avec 2 choix. Et tu vas répondre pour ce qui te correspond le mieux. Ça permet à nos auditeurs de pouvoir te connaître un petit peu mieux sur différentes facettes que juste voilà, le côté pro qu'on vient de faire. Ok, on y va. T'es partie, t'es prête? Oui. Alors, t'es plutôt thé ou café? Café. En étant italienne, Okay. on boit beaucoup de café en Italie. Ok. Instagram ou LinkedIn? Ah, c'est difficile là. Parce que le côté professionnel, LinkedIn, mais le côté sportif, Instagram. Du coup, j'utilise plus Instagram, ça c'est vrai. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué cette question. Oui. T'es plutôt lundi ou vendredi? Vendredi. T'es plutôt pour se dépasser ou dépasser les autres? Se dépasser. Plutôt junk food ou healthy? Alors, je devrais dire ainsi, mais c'est vrai que j'aime bien le junk food, donc je vais être sincère, junk food. Plutôt action ou réaction? Ça, c'est une bonne question. Action. Ok. Agir ou penser? Alors, j'aimerais pouvoir dire agir, mais je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, comme mon entraîneur sait. Et donc, je vais dire penser, mais je voudrais agir plus que penser. Et enfin, plutôt film ou série? Film. J'aime bien les séries, mais je trouve que il y a des films qui sont vraiment des œuvres d'art, donc je vais dire film. Ok. Bon, bah c'est trop cool, merci. Merci à toi. J'aime bien ce jeu, c'est très bien. Merci. Ouais, c'est pratique et puis ça fait remonter des choses qu'on n'a pas forcément en présentation. Oui. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je te propose, c'est déjà
que tu puisses nous parler de ce que c'est que la préparation mentale. En fait, moi, j'ai choisi ce sujet parce que déjà en tant que sportive, ça m'intéresse. On a déjà travaillé ensemble d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, voilà, moi, nous on s'est rencontrés quand j'étais au Stade Français. Oui. En équipe élite volée. Et du coup, moi, j'ai découvert en fait la prépa mentale à cette époque-là que je connaissais pas du tout. Et je trouve le sujet très très intéressant. Donc, on pourrait en faire un podcast de 2 heures et plus encore parce qu'il y a tellement à dire. Mais là, le but, c'est de faire quelque chose d'assez succinct et pour que, en fait, que tout le monde puisse un peu comprendre ce que c'est et comment elle peut s'utiliser dans le sport. Donc pour toi, est-ce que tu peux nous donner un peu une définition de la prépa mentale et voilà, comment elle s'applique au milieu du sport? Oui, alors c'est quelque chose de nouveau, donc c'est normal que tu connaissais pas avant notre rencontre. C'est quand même une science nouvelle, donc ça a origine de la psychologie du sport. Et arrivé en Europe, enfin, les premières formations pardon, sont arrivées dans les années 2000, donc c'est quelque chose de récent. Et par définition, la préparation mentale, c'est une préparation à la compétition par l'apprentissage des habiletés cognitives et mentales et qui a comme but d'optimiser la performance personnelle de l'athlète mais aussi d'autres personnes, hein, donc ça peut être des artistes, des étudiants, etc. Et a comme but aussi le fait de promouvoir le plaisir et l'autonomie de l'athlète ou de la personne. Ah, ça, c'est super intéressant ce que tu dis, hein. Tu parles de plaisir et Oui, d'autonomie. Et je trouve ça vachement intéressant parce qu'on ne le voit pas toujours sous cet aspect-là. Surtout quand on parle de préparation mentale, on s'adresse souvent aux sportifs de haut niveau. oui. Et on ne voit pas ce côté plus large, en fait, qui dépasse la dimension de la performance de haut niveau, en fait. Oui, on pense toujours que quand on dit haut niveau ou sport professionnel, on voit des guerriers qui sont prêts à souffrir. Et c'est une partie de vérité parce que l'entraînement du haut niveau, comme tu sais, et comme les athlètes savent, c'est quand même une partie de souffrance parce que on ne sait pas comment rester assis sur un canapé et regarder une série télé ou un film. Mais il y a vraiment pour garder le niveau sur le long terme, parce que quand on parle d'une histoire d'un athlète, ça peut être aussi 20 ans de sport, hein, donc c'est très long. Pour garder le haut niveau et garder les performances, il est essentiel d'avoir quand même la notion de plaisir. Pour le sportif, il est important de trouver une façon de s'amuser dans la séance et de trouver du sens dans le sport qu'il fait. Donc la préparation mentale, qui se base sur des théories de psychologie, hein, euh, met en valeur cette notion. Et la partie d'autonomie est quelque chose que moi je trouve vraiment, vraiment importante, car on peut penser que voilà, le coach mental, le préparateur mental ou le psychologue, etc., doit être toujours aux côtés de l'athlète. Il est vrai qu'on voit souvent à côté des équipes, dans le staff, le préparateur mental ou le psychologue, mais c'est parce qu'il fait partie du staff. Mais pas forcément l'athlète va avoir un suivi constant individuel, ok? Il ne va pas être suivi constamment. Et le but de la préparation mentale est vraiment d'amener l'athlète à résoudre certaines problématiques, s'il y en a, ou à optimiser ses qualités. Et le but, c'est vraiment de l'amener à être autonome. Donc, après quelques séances, ça peut être 6, 10, ça dépend vraiment du temps de l'athlète. L'athlète ne doit plus avoir besoin du préparateur mental pour certaines problématiques ou pour certaines préparations. Donc, il est toujours là, le préparateur mental, comme dans les équipes, comme quand on avait travaillé, mais il ne doit pas y avoir la notion de dépendance. Voilà, si le coach crée une notion de dépendance, ben, moi je trouve que le travail n'est pas bien fait. Donc, pas moi seulement, mais voilà, si on crée une dépendance dans le travail de préparation mentale, ben, l'athlète ne va pas être autonome. Tout à fait. Donc du coup, je voulais rebondir sur ça et qu'on parle un petit peu des techniques qui sont utilisées. Donc la préparation mentale ou le mental dans le milieu du sport, ça va aller chercher plusieurs types de techniques, hein. Il y a beaucoup de méditation, il y a aussi de la visualisation, il y a aussi, moi ce que j'ai découvert récemment, la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est aussi
quelque chose qui est très en vogue en ce moment et qui s'applique et qui peut s'appliquer en tout cas au mental dans le sport. Est-ce que tu peux nous en parler pour Oui. qu'on puisse décrypter un petit peu comment ça se passe et comment on peut utiliser notre mental au service de notre sport, Oui, peu importe le niveau finalement. oui, la préparation mentale peut aider dans tous les niveaux. Même les amateurs peuvent utiliser. Chacun a un défi, non? Une performance à avoir dans la vie. Et en fait, il y a différentes techniques, des outils, des protocoles. Ça peut aller de la sophrologie à la méditation, la mindfulness, la méditation en pleine conscience, comme tu viens d'énoncer. Ensuite, il y a de la visualisation, l'imagerie motrice, qui est vraiment très utilisée en préparation mentale, avec des instruments aussi. On peut utiliser les instruments. Après, ça dépend du matériel du préparateur mental. On peut utiliser aussi des techniques comme la PNL, qui rejoint aussi la visualisation. Et il y en a plein d'autres. Et après, chaque préparateur mental se spécialise, généralement se spécialise en certaines techniques. Et pas toutes les D'accord. techniques sont, pas toutes les techniques sont faciles pour tous les athlètes. On va dire, on a des athlètes qui sont plus portés pour des techniques que d'autres. Et en fait, c'est vraiment le travail de coopération entre le préparateur mental et l'athlète qui fait que on va trouver la technique et les méthodes les plus adaptées au sport et à l'athlète même. Bah ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi le côté je m'adapte aussi à l'athlète, à Oui. son appétence pour peut-être une des méthodes. Si par exemple quelqu'un qui te dit bah moi la méditation ça me parle pas du tout, j'arrive pas du tout, tu vas pas forcément t'acharner ou lui dire bah il faut absolument que tu médites, même si on connaît très bien les bienfaits de la méditation qui pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière d'ailleurs. Mais par exemple, moi pour mon expérience personnelle, ayant pratiqué du coup le volleyball en salle jusqu'au niveau élite, moi j'avais aussi cette dimension de la performance, de la recherche de la performance dans le collectif. Et j'ai aussi eu besoin et eu recours d'ailleurs à toi pour le côté beach volley, Mhm. pour la dimension plus performance individuelle. Et notamment dans la course à pied aussi, j'avais aussi ce sentiment de pouvoir aussi travailler sur mon mental pour vraiment exploiter mes capacités au plus haut point. Et je pense que du coup, déjà à la fois les techniques sont différentes, les objectifs sont différents. Et du coup, ça peut vraiment servir sur différents domaines, peu importe son niveau et l'envie qu'on a envie de, enfin ce qu'on a envie de faire dans le sport en fait. Oui, ce qui est intéressant, c'est que souvent, il arrive que des athlètes, qui sont aussi étudiants par exemple, vont utiliser les mêmes stratégies, ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent les utiliser aussi pour les concours, pour leur situation de travail. Et donc, c'est vraiment la préparation mentale n'est pas exclusive au sport, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans différents domaines. Et comme tu viens de dire, euh, l'approche qu'on a en préparation mentale en collectif et en sport individuel a des points en commun parce que voilà, on travaille quand même individuellement avec les athlètes, même dans l'équipe. Mais après, dans la préparation mentale de l'équipe, il y a des outils des méthodes qu'on peut utiliser en plus par rapport à la communication, par exemple, la cohésion d'équipe. Et donc, on va travailler des sujets que peut-être dans certains sports individuels, on ne va pas travailler, pas forcément. Donc, Mais c'est est-ce que de... du coup, excuse-moi de te couper, je coupe, mais est-ce que du coup tu penses que ce serait plus adapté à des sports individuels? Est-ce qu'on aurait plus de résultats avec un sportif individuel en travaillant en one-to-one parce que lui, il va aller chercher un niveau de performance et il va essayer de trouver, chercher tous les outils qui vont lui permettre d'atteindre ses résultats, enfin en tout cas ses objectifs, par rapport à un sport individuel, un sport collectif, pardon. Est-ce que tu penses que il y a plus c'est plus facile en individuel? En fait, plus facile pour le préparateur mental, tu veux dire? Bah, est-ce que c'est plus adapté en fait? Ma question c'était plus ça. Est-ce que c'est plus adapté à un sport individuel par rapport à un sport collectif? Même si je pense qu'il y a un intérêt pour les deux, mais...
En fait, c'est Qu'est-ce que tu en deux penses? façons de travailler différentes. Enfin, dire, Ok. la situation en collectif, la situation optimale, c'est de travailler, enfin, en ce qui me concerne, dans mon point de vue, c'est de travailler en individuel avec certains athlètes, ceux qui ont plus besoin, et travailler avec l'équipe, ce qui prend beaucoup de temps. Donc, une préparation mentale d'une équipe prend vraiment, c'est full time, on va dire. C'est vraiment quelque chose Ouais, ouais. voilà, de consistant. La préparation mentale en individuel, c'est, on va dire, on va prendre en considération moins de points de repère. Okay. Quand on a plusieurs personnes, ben, on va devoir travailler avec le collectif et les individus. Pardon. Donc, c'est pas seulement un groupe de personnes, mais c'est une équipe. Donc, il y a des mécanismes qui se créent et c'est important de travailler sur ça. Et pour faire pardon, il faut du temps et vraiment un investissement élevé donc, pour le préparation mental. Ce qu'on fait avec les individus, c'est beaucoup plus rapide parce on va faire des séances avec l'individu. Donc pour les sports individuels, c'est plus facile à mettre en place. En fait, Ok. c'est pas, en fait, on n'a pas une façon plus facile et plus difficile, c'est vraiment différent. Donc c'est compliqué de pouvoir comparer. Ok. C'est deux façons de fonctionner différentes. Ce qui est important, je veux dire, dans l'équipe, c'est vraiment de travailler aussi avec l'entraîneur parce que le leadership, voilà, c'est toujours l'entraîneur qui doit avoir voilà, le leadership dans l'équipe. Donc le préparateur mental, il est important qu'il travaille avec le staff, mais quand même il reste derrière parce que souvent on a eu enfin dans le passé, il y a eu des équipes qui ont plus suivi de la préparation mentale ou du psychologue parce qu'il y a eu des problèmes de leadership entre l'entraîneur, par exemple, et le préparateur mental. Ok. Mais normalement, si un préparateur mental est formé et a une éthique et une ontologie correcte, ben, cela ne va pas arriver. Bien que c'est Donc difficile. là, Oui. ce que tu dis en fait, c'est qu'il y a dans le collectif un rôle super important à jouer et à avoir avec l'entraîneur, Oui. qui lui va pouvoir comprendre et puis c'est un peu le manager de l'équipe, donc il va pouvoir faire fonctionner, mais il faut que lui aussi il soit sensible et potentiellement formé et coaché. Oui, ça peut arriver des fois qu'au début, on peut commencer à travailler avec l'équipe et à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, il est plus efficace de travailler qu'avec l'entraîneur pour un premier temps. Parce que c'est lui qui a vraiment le pouvoir dans les mains. Ça dépend vraiment des typologies d'entraîneurs, des typologies des équipes. C'est quelque chose de très malléable. On suit quand même des méthodes et des théories bien précises, mais c'est la capacité du prédateur mental de lire ce qui arrive dans une équipe, mais de vraiment être capable de laisser le pouvoir à l'entraîneur et au staff et pouvoir travailler avec eux. Donc, ça dépend des situations qu'il peut rencontrer, le prédateur mental. Il va adapter sa stratégie en étant transparent avec l'équipe et l'entraîneur sur des objectifs ou d'autres. Donc travailler qu'avec l'entraîneur ou avec l'équipe, voilà, ça c'est un choix qui va être euh, discuté avec les auteurs, comment dire, les sportifs et l'entraîneur. Ok, et puis moi j'avais quand même une remarque, c'est pour toi comment ça se fait qu'en France on ait autant de retard en fait sur cette prépa mentale parce qu'on sait très bien que, enfin en tout cas on découvre maintenant que bah, des grands sportifs comme Federer ou comme bah, voilà, des sportifs qui on sait font l'histoire dans leur sport ont tous eu des coachs mentaux et pour toi, comment ça se fait qu'en France, ce soit si peu connu et en tout cas si peu utilisé dans nos sports de haut niveau, à la fois dans les sports collectifs comme dans les sports individuels? Pourquoi c'est pas, on n'est pas, on est aussi, on va dire, à la traîne quoi, dans ce domaine-là? Oui, on est un peu en retard, mais on est en avance par rapport à d'autres pays encore, hein. Je parle Ah, bah oui, on est toujours, il y a voilà. toujours un juste milieu quoi. Voilà, Mais... je peux voir dans mon pays, en Italie, mon deuxième pays, parce que voilà, j'ai... Mais en Italie, par exemple, vraiment, les formations de préparation mentale n'existent pas encore. Donc, Ok. il y a des pays où encore, on est encore plus en retard. Mais ben, on va dire que les pays comme l'Amérique, les USA, le Canada, ben, c'est là que les premières études en psychologie du sport sont nées.
Et donc, c'est D'accord. plus facile dans la mentalité américaine d'accepter voilà, le mental, le travail sur le mental. Donc, pas le déterminisme génétique, on va dire. Et, et du coup, c'est plus simple pour une population très occidentale comme en Amérique, voilà, américaine, d'accepter la figure de psychologue ou de préparateur mental. Dans les pays plus latins, donc comme la France, l'Italie, etc., c'est plus compliqué d'accepter cette figure professionnelle. Parce que voilà, on voit quand même, enfin, il y a la croyance que si on a besoin de préparateur mental, ça veut dire on est faible. Mais si on regarde, tous les meilleurs ont utilisé les Mm, techniques de préparation mentale et sont c'est ça. devenus qui sont aussi grâce Exactement. à ça. Pas seulement grâce à la préparation mentale, mais c'est un ensemble de facteurs. Et aussi, le gros problème qu'il y a maintenant en France, c'est que il n'existe pas une reconnaissance de la formation. Donc, on peut devenir, c'est pour proclamer préparateur mental avec une formation online sur Internet ou une formation brève ou avec des formations plus consistantes comme un master à l'université Mhm. ou un diplôme universitaire comme ils existent en France. Et le fait de ne pas pouvoir avoir une certification, on va dire un registre des préparateurs mentaux, ben, complexifie la crédibilité de ce métier. Parce que, Oui, tout à fait. voilà, il est important de connaître le passé et l'expérience du préparateur mental, parce que c'est la base pour avoir une base éthique et déontologique solide, mais aussi des compétences, des connaissances qui nécessitent des années à mon sens, des années d'études et d'expérience. Donc Oui, oui, tout à voilà. fait. Donc ça, cela n'aide pas aussi à la formation. Donc maintenant, avec l'arrivée des JO à Paris 2024, la pression mentale est plus, et avec le Covid surtout, parce que le Covid Ouais, a on mis se rend un... compte, ouais. Voilà, on se rend compte de l'importance du mental, ben, les choses sont en train de changer. Mhm. Bon, moi, personnellement, j'espère que un registre des prédateurs mentaux va exister dans le futur. Et tout doucement, les choses vont changer parce que les athlètes sont les premiers maintenant à témoigner le fait d'avoir eu une suivi en préparation mentale dans leur passé ou actuel. Ok, bah ça c'est super important ce que tu viens de dire. Donc du coup avec les JO, peut-être qu'on espère que les choses vont bouger. Et en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que la Covid a bousculé en fait les mentalités. Et en tout cas dans le sport, il y a eu un gros impact au niveau mental. Et du coup, forcément, on s'intéresse un petit peu plus à ce versant-là, sachant que voilà, on est toujours un peu dans l'incertitude de savoir si on peut participer, si la compétition va être annulée ou pas. Mm, mm. Et du coup, pour des athlètes de haut niveau, bah, c'est un peu déconcertant. Et pareil, hein, pour des sportifs amateurs, hein, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent, bah, on est toujours un peu dans cette incertitude. Est-ce que mon semi-marathon va être maintenu? Pareil. C'est des choses où on ne sait pas trop comment s'organiser dans son sport, par exemple sur des intensités de compétition physique aussi, c'est important de caler son calendrier Oui, physique en fonction de la compétition, donc ça joue aussi sur le mental. oui, oui. En tout cas, c'est top. Mm. Oui, l'incertitude a amené beaucoup d'athlètes à se questionner sur leur pratique et aussi sur leur motivation. Donc, beaucoup d'entre eux et même les entraîneurs se sont rendus compte de facteurs mentaux qui a une énorme importance. C'est comme une base, on va dire. Là où il va manquer, c'est difficile à tenir tout le reste. Donc, c'est un point positif et j'espère que après la Covid, bien que c'est négatif la Covid, hein, mais j'espère qu'après la Covid, les athlètes vont se questionner sur ça et se rendre compte que voilà, on peut entraîner le mental comme le physique. Oui, c'est ça, tout à fait. Et du coup, justement, par rapport à ça, est-ce que tu aurais trois outils, par Mhm. exemple, des outils assez concrets que tout le monde pourrait faire, hein, peu importe son niveau sportif, pour pouvoir exercer son mental au quotidien en tant que sportif? Est-ce que tu peux nous donner des petites clés comme ça, concrètes? Moi, Oui, ce que j'aime bien, c'est le concret. Et du coup, je voulais voir avec toi ce que tu pouvais nous conseiller de faire pour s'entraîner mentalement, quoi. oui, alors la première qui me vient à l'esprit,
on parlait de visualisation, donc la visualisation, donc apprendre à se visualiser. On a des différents niveaux, hein. Il y a des personnes, des athlètes qui sont plus entraînés à ça et d'autres qui découvrent, donc ils doivent encore entraîner ces capacités. Et c'est le simple fait de fermer les yeux. Il y en a certains qui arrivent aussi avec les yeux ouverts ou semi-ouverts. Et de s'imaginer dans le geste pratique. Donc ça peut être pour toi le volley, pour moi le judo, etc. Et il faut vraiment sélectionner un geste précis, celui qu'on veut travailler. Donc, ça peut être au début quand tu dois taper sur la balle. Rappelle-moi comment on dit en français. Alors, l'attaque ou le service. Le service, voilà. Parce que Oui. tous les fois, des uchikomi, je peux dire, mais le service. Non, je rigole. Et donc, au service, par exemple, imaginez vraiment, il y a différentes façons de visualiser. Donc, comme tu parlais de PNL, donc on a la partie visuelle, ça peut être kinesthésique ou auditif. Donc, il y a certains athlètes qui préfèrent le visuel. Donc, si vous allez essayer, donc, si c'est mieux de façon kinesthésique, donc sentir les sensations physiques ou voir les images. Donc, d'imaginer de se voir faire le geste ou imaginer de faire le geste comme si on était dans la réalité. Donc, comme si on était acteur. Donc, on voit pas nous-mêmes, mais on voit l'environnement et le matériel, donc la balle, ou comme spectateur, donc de l'extérieur. On se voit nous-mêmes faire le geste. Et donc, on peut imaginer et visualiser de cette façon, ou sinon de façon kinesthésique, comme je disais, en cherchant de reproduire les sensations du corps et de visualiser les sensations corporelles. Donc, la contraction du muscle quand on lève le bras, le fait le contact avec le ballon quand on va taper, et de visualiser de façon la plus semblable à la réalité. Donc, c'est important de chercher de garder le même temps, donc le même temps de visualisation. Donc, le temps de la technique, du geste, doit être le même de la visualisation. Donc, chercher quand même de ne pas faire le mouvement à ralenti, mais le faire vraiment dans la réalité du geste. D'accord, ça c'est hyper important. Ok. Oui. Donc, premier outil, apprendre à se visualiser dans son geste sportif. Exactement. Dans sa foulée quand on court, dans son service quand on est au volley, au beach volley, dans son par sport. exemple, quand on court, ça peut être l'appui du pied. Donc, c'est important comment on met le pied, ou sinon comment on va lever le genou, à quelle hauteur, l'équilibre entre les bras et les jambes, donc du rythme dans la course, etc. Tous ces petits détails, de chercher de les visualiser sans trop charger le mental. Donc, il ne faut pas faire des séries de 20. Hein. Donc, vous allez faire des séries de 5 et cela suffit. Et vous imaginez en cherchant de être le plus réel possible. Et c'est un exercice qui fatigue beaucoup le cerveau, donc il ne faut pas non plus exagérer, sinon on risque d'abîmer le mouvement au lieu que l'améliorer. Ok, donc ça c'est le premier outil. Deuxième outil. Deuxième outil, on a dit savoir visualiser, mais savoir respirer. Donc la respiration dans le sport c'est très important. Il y a différents types de respiration. Donc il est important d'apprendre à respirer avec le diaphragme, donc le muscle qu'on a en dessus des poumons. Et donc apprendre à respirer comme les bébés, on va dire, et avec le ventre. Donc à l'inspiration, on va gonfler le ventre. Et on ne va pas sentir la poitrine s'élever, hein. C'est que le ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle, ok? Et on va essayer à débloquer le diaphragme. Ensuite, après avoir gonflé le ventre, on peut après gonfler la poitrine pour prendre plus d'air. Et après, expirer de la même façon. Ok, donc la respiration, super important, effectivement, dans notre quotidien et dans notre sport. Oui. Donc, deuxième outil, la respiration. Oui. Et si tu aurais un troisième outil à Alors, conseiller, le troisième, je savais pas un peu rapide. Très rapide, c'est compliqué, mais je pensais toujours on parlait de mindfulness, donc à entraîner la présence. Ok. Ça, c'est quelque chose. Alors, la mindfulness, on la travaille notamment avec la conscience de la respiration, la conscience du corps. Et l'étape après que je fais avec les athlètes, c'est la conscience de soi-même avec l'environnement. Donc, par exemple, on parlait de volleyball avec toi. C'est vraiment se concentrer sur le matériel, par exemple. Observer le matériel comme si c'était la première fois qu'on voyait le ballon et de l'observer et de sentir l'effet qu'il fait sous nos mains, l'effet tactile. Et après, un premier temps, de le faire sans le mouvement et tout doucement de faire les mouvements, par exemple
de voler, en cherchant d'être conscient à chaque mouvement. Par exemple, quand la balle tape sur notre main, vraiment se concentrer sur la main. Voilà, changer de focus, ça peut être les appuis, après ça peut être les mains, etc. Et vraiment se rendre compte de commencer à être vraiment présent dans le geste. Cela ne veut pas dire qu'il faut être comme ça tout le temps, mais c'est un exercice, on va dire, de méditation appliqué au sport. Ah, ça c'est génial Voilà. ce que tu viens de nous dire là. Donc, mindfulness, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment la pleine conscience. Donc, c'est la traduction française du mindfulness. Et vraiment, moi, je trouve que ça, c'est très, très puissant en fait comme outil. Parce que vraiment, on arrive non seulement à avoir le côté visualisation, mais aussi à avoir, à se donner à fond en fait dans son mouvement et pouvoir répéter ça quand on est sur le terrain en action avec de la puissance, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc ouais, merci pour ces 3 outils. J'espère que vous avez bien noté hein, pour s'auto-coacher au quotidien et exercer son mental. Et donc voilà, on arrive un peu à la fin de cette interview. Merci Christina pour tout Merci ça. à toi. Et puis aussi, juste un petit, voilà, pour ceux que ça intéresse et qui souhaiteraient en savoir plus ou qui peut-être éventuellement voudraient être coachés par toi au niveau mental, est-ce qu'il y aurait, comment est-ce qu'on peut te contacter, un mail, je sais pas, tes réseaux? Oui, alors j'ai un Dis-nous site tout. internet, donc c'est Ok. www.factorp, comment dire, pas comment on dit en français Le tiret? le tiret, pas le tiret du bas, mais le tiret normal, voilà, Ok, tiret du 6, quoi. coaching, voilà, voilà, tiret du 6, coaching.com, donc Ok. De toute www, façon, je mettrai le voilà, lien dans le descriptif du podcast, voilà, vous et là inquiétez pas. Donc, vous facteur allez le P numéro de téléphone et tout. 6 coaching.com. Et donc, du coup, là, on peut te retrouver avec ton mail. Tu as un réseau, peut-être tu es sur Instagram? Oui, sur Instagram et sur Facebook. Donc, c'est toujours Factor P Coaching. Vous allez me trouver comme ça. Ok, c'est génial. Bah, vraiment, merci pour d'avoir pris tout ce temps. Merci d'avoir Merci à toi. joué le jeu de toutes ces questions. Et bah, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si le format interview vous plaît. Le but, c'était voilà, de changer un petit peu et puis d'avoir Christina Pitching comme experte dans ce domaine-là pour pouvoir échanger. Donc, merci à vous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Ciao, Christina. I'm on the day, alright.